je suis ravi d'être là. En plus, c'est un lieu quand même assez magique pour parler du vivant et de placer les humains dans l'histoire, dans la longue histoire de l'humanité et de la Terre. Et donc, je vais démarrer, voilà, parfait, tac, avec une première diapo, avec un grand classique pour cette question-là, le moment prométhéen. En fait, nous avons vécu un moment prométhéen. Vous savez, Prométhée, hein, voilà, on pique le feu sacré, et puis avec ça, les humains font des choses qui dépassent un petit peu leur capacité, et puis peut-être que les conséquences sont problématiques. C'est un petit peu ça l'histoire de Prométhée en très très résumé. Alors, la domestication du feu, hein, c'est il y a 1 million d'années. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, pendant très longtemps, c'était il y a 400 000 ans, mais on a trouvé du charbon dans une grotte en Afrique du Sud et qu'on a pu le dater, c'est 1 million d'années. Donc, l'humain a domestiqué le feu il y a très longtemps. Et avec ce feu, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a fait plein de choses. Alors, je vais évidemment pas faire quelque chose d'exhaustif, mais là, je voudrais quand même faire un petit clin d'œil à la grotte Chauvet parce qu'on a fait avec le charbon, on fait des fusains. Donc là, avec du fusain de pain, eh ben, on peut faire des dessins. Et alors, qu'est-ce que ça fait quand on fait des dessins? Ce que ça permet, en fait, c'est que ça permet de spéculer. Ce n'est pas forcément quelque chose à laquelle on pense en premier, mais quand on dessine, ça veut dire qu'on se projette, et donc on peut prédire l'avenir, on peut entrer dans le corps de quelqu'un d'autre. Et puis là, vous voyez dans les dessins, donc on va tous les voir et tous et toutes les voir cet après-midi. Dans les dessins de la grotte Chauvet, on voit qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont représentés, et c'est souvent des animaux qui sont en haut de la chaîne alimentaire, hein, quand même. Hein. C'est plutôt des tigres, c'est plutôt des ours. Donc il n'y a pas beaucoup de souris, par exemple. Donc ça dit des choses quand même, voilà, sur les humains aussi. Donc cette capacité de spéculer, ça, il n'y a que les humains. Hein. Dans le monde vivant, c'est les seuls êtres vivants qui sont capables de spéculer à ce point-là, de se projeter, quoi. Donc si je dérive ça, évidemment, maintenant c'est le calcul, c'est la modélisation informatique, c'est la même chose. Hein. C'est le fusain, c'est quelque part le feu qui continue, quoi. Et puis il y a autre chose avec le feu, c'est qu'on peut faire de la céramique. Alors, la céramique, hein, c'est à 30 000 ans, la première céramique. Et quand on fait de la céramique, on peut faire de la poterie. Alors vous allez me dire, pourquoi la poterie, le lien avec cette histoire de déconnexion là? Quand on fait de la poterie, la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut stocker des aliments. Et quand on stocke des aliments, on a domestiqué le temps. Et donc, avec l'invention de la céramique, grâce au feu, on s'est déconnecté du temps des saisons. Et donc, c'est quelque chose qu'on a inventé avant l'agriculture. Hein. L'agriculture, c'est il y a 10 000 ans. Hein. Donc, vous voyez, c'est bien avant l'agriculture. Et puis, autre chose, avec ce qu'on fait avec la céramique, on peut faire des tablettes, là, comme ça, des tablettes avec de l'écriture cunéiforme. Donc, c'est de l'écriture qui reste. Et bien, cette écriture qui reste, c'est l'autre super pouvoir des humains. Quand les humains font l'écriture, inventent l'écriture, en fait, d'un seul coup, les savoirs peuvent s'accumuler. On peut incrémenter à chaque génération. Et donc, en fait, nous, les humains de 2023, nous sommes des humains qui avons accumulé des savoirs depuis la préhistoire, enfin, depuis l'histoire, en fait, depuis le début de l'écriture. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est le deuxième super pouvoir des humains, c'est qu'on est capable aussi d'aller très loin dans le passé. Et donc, vous voyez un petit peu les humains, avec le feu, ils sont allés très loin dans le passé avec l'écriture, et ils sont capables d'aller très loin dans le futur avec la spéculation, la modélisation. Alors vous allez me dire, ce feu, vraiment, c'est assez incroyable, on l'a domestiqué, et quelle est la suite, quoi? La suite, en fait, c'est que c'est aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on est en train de rentrer dans l'ère des rétroactions. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, on s'est développé, on a inventé des tas de technologies, etc. Et ça nous revient tout en boomerang. On a atteint les limites planétaires, et maintenant, tout ce qu'on fait nous revient en boomerang. Et alors, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, en 2023, on ne domestique plus le feu. Je vous renvoie aux méga-feux canadiens qui ont brûlé la surface de la Belgique et des Pays-Bas, hein, grosso modo. Vous voyez, on est quand même dans un monde... Il y a toujours eu des méga-feux, hein, mais il y en a quand même rarement eu autant. Donc ça, c'est un truc, ouais, c'est un signal. Alors la question, c'est comment on en est arrivé là? Est-ce qu'on ne peut pas changer de trajectoire? Alors, comment on en est arrivé là? Je vais faire un tout petit point d'histoire supplémentaire, plus récente. C'est la Renaissance. Alors, la Renaissance, il se passe plein de choses à la Renaissance. C'est quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, ou redécouvre l'Amérique. Donc, c'est les échanges de fruits et légumes. Hein. C'est le début des plantations. C'est les échanges de maladies aussi. Et puis, c'est aussi un moment où on invente la perspective. La perspective. Alors, la perspective, en latin, ça se dit commensuratio. Commensuratio, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc la perspective, hein, c'est des dessins qui sont réalistes, hein, c'est la ligne de fuite. Hein. Vous voyez, là, c'est une des premières peintures qui utilise cette technique de dessin avec la perspective. Commensuratio, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde devient mesurable.
Quand on invente la perspective, on fait des dessins réalistes et donc on fait un monde, le monde devient mesurable. Si le monde devient mesurable, il devient exploitable. Et donc le moment de l'invention de la perspective, alors il y a plein d'autres choses évidemment, là je vous le dis de façon un peu brutale, mais l'invention de la perspective, c'est un moment où on déclare contrôler le territoire et qu'on va l'exploiter. Alors, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de l'humanité, on va directement aller à l'ère actuelle. Donc là, peut-être vous reconnaissez Lyon. On est dans ce monde-là, on est dans le monde du contrôle, de l'optimisation, de la performance. Donc issu, on pourrait dire, du feu, de la céramique, de l'écriture, de la perspective. Tout ça, c'est du contrôle. L'humain contrôle la nature, contrôle son environnement. Aujourd'hui, on en est à un degré assez élevé, c'est-à-dire que voilà, la ville, par exemple, c'est un lieu hyper optimisé pour le trajet des humains, qu'ils soient à vélo, à pied, en voiture. C'est vrai aussi pour le paysage. Si vous voulez, le dehors est devenu un dedans, tellement qu'on l'a aménagé. C'est devenu un petit peu comme la table basse qu'on met dans son salon, quoi. Tout est organisé pour que ce soit optimisé pour les humains. Et puis c'est vrai pour à peu près toutes les technologies, pour tous les process. Donc là, par exemple, l'agriculture, ça c'est un élevage industriel de poules. Bah, tout ça, vous reconnaissez la ligne de fuite d'ailleurs. Voilà, donc il y a vraiment, ouais, on est dans une fuite du contrôle et de l'optimisation. Alors évidemment, la question c'est, est-ce que c'est une bonne idée, tout ce contrôle, toute cette optimisation, à quoi ça aboutit? Alors je vais vous faire 4 critiques du contrôle et de l'optimisation, 4 critiques de la performance. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la performance? Alors il faut bien que je définisse les termes pour qu'on soit bien d'accord. La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. C'est ça la performance. Et alors du coup, cette performance-là, qu'on fait depuis comme ça des milliers d'années, qu'est-ce que ça donne? Alors là, je vais vous donner donc un premier exemple, c'est le canal de Suez, là, que vous reconnaissez, et peut-être que vous vous souvenez de cette histoire-là. Donc là, vous avez 2 optimisations, 2 performances qui se rentrent l'une dans l'autre. Donc un porte-conteneur qui optimise le transport maritime dans le canal de Suez qui optimise le transport maritime international. Il suffit qu'il y ait un bateau qui soit en travers et vous bloquez le canal de Suez et d'un seul coup, on se rend compte que l'Europe est dépendante de la Chine pour des produits vitaux comme les médicaments à cause d'un canal. Donc en fait, je vais vous le dire tout simplement, quand on optimise, on fragilise. Quand on augmente les performances, on fragilise. Alors c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Si vous voyez le mot optimiser quelque part, il faut vous demander qu'est-ce que je fragilise. C'est toujours vrai. Alors c'est donc voilà, c'est le réductionnisme, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'en fait nous les humains on est très forts pour prendre des raccourcis. On va essayer, le monde est très complexe, et on va essayer de résoudre les problèmes les uns derrière les autres, et du coup on va réduire les problèmes pour pouvoir les résoudre. Et du coup, quand on a résolu un problème, donc c'est un petit peu comme ça, là, avec une pelote de laine, là, on va tirer un fil, on va résoudre ce problème-là, on va penser que l'addition de la résolution de tous ces problèmes va résoudre le problème global. Ben non, en fait, on va faire des nœuds ailleurs, évidemment. Donc c'est ça, c'est le problème du réductionnisme. Donc optimiser, fragilise. Deuxième chose, deuxième critique qu'on peut faire de la performance, c'est le fameux effet rebond. Alors là, c'est plutôt la question de l'efficience, efficience énergétique notamment. Alors là, je prends un exemple typique, c'est les frigos. Alors les frigos, dans les années 60, voilà, ils étaient très énergivores, ils consommaient beaucoup d'énergie, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et puis aujourd'hui, si on a vraiment augmenté l'efficience énergétique des frigos, ils sont moins énergivores. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a multipliés. On a mis des frigos un peu partout, des grands frigos, des frigos connectés. On les a déclinés, la cave à vin. Voilà, on en met dans toutes les pièces. Donc en fait, c'est devenu, on a augmenté la population de frigos et du coup, la consommation d'énergie due au frigo a augmenté. Donc ça, c'est un effet rebond typique. C'est qu'on pense faire les choses bien, on fait de l'efficience énergétique, mais au final, on va consommer plus d'énergie. Donc ça, c'est vrai pour les frigos, c'est vrai pour le charbon, le pétrole, les métaux rares, la lessive concentrée, le pot de Nutella au format familial. Enfin, c'est vraiment partout. Le mot de passe que vous mettez sur votre ordinateur, voilà, c'est vraiment l'effet rebond, c'est vraiment très très prévalent. Donc ça, c'est une critique qu'on peut faire de l'efficience. Dans un cadre réductionniste, ça ne marche pas, quoi. Troisième critique qu'on peut faire, c'est la loi de Goodhart. Alors ça, celle-là, c'est presque ma favorite. La loi de Goodhart, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Alors ça, c'est quelque chose qui est très prévalent et qui est associé à la performance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand vous mettez un indicateur de performance quelque part,
vous allez tout faire pour performer, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez oublier l'objectif de départ. La performance a tendance à s'auto-justifier. Et donc là, on est à quelques mois des JO de 2024. Et donc là, vous voyez un artiste qui a repris les anneaux olympiques en version un peu plus pharmacologique, on va dire. Donc en fait, si vous voulez être sur le podium aux JO, alors il y a plein d'options. Hein. Vous pouvez vraiment vous démener à faire du sport, mais vous pouvez aussi faire du dopage, par exemple. Bon, bah, le dopage, c'est la loi de Goodhart typique, quoi. C'est-à-dire un sportif, quand même, on peut se dire c'est la santé de son corps, la clé, quoi, va se doper. Voilà, il est en train de détruire sa santé pour être sur le podium. Bon, c'est pareil pour la triche, c'est pareil pour voilà, les paris d'argent, le blanchiment d'argent. Le sport de compétition est très toxique de ce point de vue-là, quoi. Parce qu'en fait, on fait surtout de la compétition, on fait plus de sport, quoi, parce que c'est la performance qui a pris le dessus. Alors ça, c'est vrai pour tout, hein, pour l'éducation, pour la politique, pour l'économie, c'est absolument prévalent. Dans l'entreprise, c'est les KPI, hein, les Key Performance Indicators, c'est ça. Hein. Bon, bah ça marche pas. Hein. Je pense que vous le savez, mais voilà, je vous le dis quand même. Donc voilà, donc ça c'est la performance. Donc il y a quand même plein de problèmes. On voit que même juste la performance en elle-même, elle a des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, elle devient contre-productive. Quand on performe beaucoup, au-delà d'un certain seuil, ça n'a plus de sens. Et alors, la quatrième critique qu'on peut faire de la performance, vous me voyez venir, c'est évidemment la rétroaction planétaire. Les méga-feux que je vous présentais tout à l'heure. Alors, il y a trois sujets, évidemment. Enfin, il y en a un peu plus que ça, mais c'est les trois sujets principaux. La crise climatique, l'effondrement de la biodiversité et les pollutions globales. Donc, je ne vais pas vous faire un bilan de santé de la planète. Hein. Ça, je pense que vous êtes au courant. Il y a juste un mot à retenir. Il y a un seul mot à retenir des rapports du GIEC, de l'IUCN, de l'IPBES, voire même les rapports de la CIA, de Davos, etc. Un seul mot, fluctuant. C'est ce mot-là qu'il faut retenir. Tous ces rapports scientifiques nous disent que le 21e siècle sera turbulent, sera fluctuant. On est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type, pour les mathématiciens dans la salle. Donc c'est ça qui définit le siècle qui vient. Le monde a toujours été fluctuant, mais ce qui arrive au 21e siècle, c'est quelque chose que les humains n'ont jamais vécu, enfin, ne nous ont pas laissé de traces. La dernière fois qu'il a fait plus 2 degrés sur Terre, hein, par rapport à l'ère pré-industrielle, c'était il y a 120 000 ans. Hein. Le néolithique, hein, quand on invente l'agriculture, c'est il y a 10 000 ans. Hein. Donc vous voyez le gap qu'on a fait en si peu de temps. Alors du coup, dans un monde fluctuant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution jusque-là? Eh bien, encore plus de performance. Alors ça, c'est quand même assez frappant. Donc là, je vais vous prendre des exemples évidemment caricaturaux. Hein. Les éoliennes géantes, donc ça, c'est des éoliennes, alors, pas n'importe lesquelles, hein, les éoliennes qui sont au large du Royaume-Uni, qui font 260 mètres de haut. Donc chacune, c'est une tour Eiffel. Elles ont des pales qui font 100 mètres de long. C'est des pales en composite. Donc ça, c'est inrecyclable, irréparable. Dedans, il y a du balsa qui vient des forêts équatoriales. Et à l'intérieur, il y a un aimant de 7 tonnes qui est bourré de métaux rares. Il va falloir m'expliquer ce qu'il y a d'écologique dans ces éoliennes géantes. Vous voyez, ça, c'est la performance qui s'est auto-justifiée et qui est partie dans une sorte de délire de turbine, quoi. Alors, deuxième exemple, c'est le tout électrique. Alors, tout électrique, on va être d'accord hein, sur voilà, décarboner l'économie, enfin, en tout cas, arrêter de brûler du pétrole, très bien, mais est-ce que le tout électrique a été très bien pensé? Alors là, je vous montre juste des courbes un peu horribles, là, mais c'est le cuivre. Les stocks de cuivre, hein. Vous savez, une voiture électrique de base, hein, une voiture thermique de base, c'est 20 kg de cuivre. Une voiture électrique de base, c'est 80 kg de cuivre, c'est 4 fois plus. Une Tesla, c'est 240 kg de cuivre. Alors le pic de cuivre, c'est juste le cuivre, hein, le pic de cuivre, on devrait le passer entre 2040 et 2075. Donc vous voyez, c'est pas très bien pensé cette histoire-là. Hein. On ne va pas pouvoir remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques. Hein. C'est juste physiquement impossible, seulement en suivant le cuivre. Hein. Je vous épargne le lithium, le cobalt et tout le reste. Hein. Donc ça n'a pas été très bien pensé. On voit bien qu'il voilà, y a quelque chose qui ne colle pas. Puis alors là, un exemple encore plus facile, c'est les ampoules basse consommation. Alors, les ampoules basse consommation, donc on veut réduire la consommation voilà, énergétique. Mais qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé des ampoules dans lesquelles on met du mercure. Alors on réduit la consommation énergétique, mais on diffuse un polluant dans tous les foyers du pays et du monde. Alors, est-ce que vraiment on a bien pensé les choses? Donc ça c'est vraiment la performance contre-productive. Donc du coup, quand on en est là, faut quand même élargir le problème. Là, ça veut dire qu'on a mal cadré les choses. Et du coup, moi, ce que je vous propose, alors c'est là qu'un biologiste est utile, c'est peut-être de regarder les êtres vivants. Comment font-ils? Et surtout parce que les êtres vivants, ben, ça fait des millions d'années, ça fait des milliards d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Il y a 700 millions d'années, la Terre, c'était une boule de neige. Il n'y avait que quelques endroits où il y avait de l'eau liquide. Hein.
Et il y avait des êtres vivants. Hein. C'était des unicellulaires, mais il y avait quand même des êtres vivants. Et ils ont traversé tout ça. Hein. Donc comment font-ils, les êtres vivants, pour traverser des fluctuations absolument dantesques, quoi. Comment font-ils? Alors c'est très simple, ça tient en une phrase. Les êtres vivants font des interactions. Je pourrais presque m'arrêter là. Alors, ils font des interactions. Et ils n'optimisent pas. Ils n'optimisent pas du tout. Alors là, je vais vous montrer juste donc un exemple, mais c'est un grand classique, la forêt, l'arbre dans une forêt. Ben, un arbre dans une forêt, hein, si vous grattez le sol, vous allez tomber sur les racines d'un arbre et vous allez voir que les racines sont blanches. Ben, elles sont blanches parce qu'en fait, il y a un manchon de champignons tout le long de la racine. Et donc, en fait, un arbre s'est connecté à un réseau de champignons énorme. Et donc là, vous avez sur ce schéma, alors, je ne sais pas si vous allez voir mon pointeur, et puis les petits, les points rouges, ce sont les plantes. Et tous les points avec des autres couleurs, là, ce sont des espèces de champignons différentes. Et ça, c'est un exemple de sol forestier au Japon. Et donc, vous voyez qu'une plante, donc le point rouge, là, il est connecté à plein d'autres champignons, plein d'autres espèces de champignons. Les espèces de champignons sont connectées entre elles. Du coup, les plantes sont indirectement connectées entre elles. Donc, c'est un réseau d'interaction énorme. Et ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Évidemment que là, ils n'ont pas catalogué tous les champignons. Et puis, il manque aussi toutes les bactéries, par exemple. Donc, c'est des millions, des milliards d'interactions. C'est ça un être vivant. Hein. Un terrien, au sens élargi du terme, un terrien, c'est quelqu'un qui interagit. C'est quelque chose, un objet vivant qui interagit avec plein d'autres comparses. Alors la question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces interactions, quoi? Parce que c'est bien beau d'interagir, mais pour faire quoi? Eh ben, c'est ça le point clé, à mon avis. Enfin, c'est pas qu'à mon avis, c'est quand les études biologiques le montrent. Les êtres vivants, avec toutes ces interactions, ils font de la robustesse. La robustesse. Alors, il faut que je la définisse. La robustesse, c'est quoi? C'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est ça la robustesse. Et c'est ça qui est sélectionné au cours de l'évolution. Les êtres vivants sont sélectionnés sur leur capacité à être robustes, c'est-à-dire à pouvoir gérer les fluctuations. Et comment font-ils pour être robustes, ces êtres vivants? Eh bien, c'est tout simple. Ils vont contre la performance. Ils vont contre l'efficacité et contre l'efficience. Alors là, vous avez, je vais peut-être me mettre là, ces points clés là, c'est un petit peu, si vous voulez, le programme politique des êtres vivants. Alors, inefficacité, donc il n'y a pas d'objectif. Voilà, les globules rouges ne veulent pas devenir verts. Voilà, ils sont rouges, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Hétérogénéité, c'est très hétérogène, un être vivant. Pensez à la biodiversité, c'est hyper foisonnant. Regardez votre main droite et votre main gauche, les lignes de la main ne seront pas les mêmes, donc il y a de l'hétérogénéité. Incertitude, énormément d'aléas dans les processus biologiques. Ça, c'est même tout un champ de la biologie qui s'appelle la biologie stochastique. Donc il y a des biologistes qui ne regardent que les processus aléatoires chez les êtres vivants. Donc c'est pour dire qu'il y en a vraiment énormément. Beaucoup de lenteur, beaucoup de délai, donc tout ce qui est oscillant chez les êtres vivants, donc tout ce qui est cyclique, hein, le cycle cellulaire, le cycle menstruel, tout ça, il y a des délais à tous les tournants, donc c'est beaucoup de lenteur, énormément de redondance. Il y a énormément de redondance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser au groupe électrogène qu'on met sur l'hôpital, hein, c'est des millions de redondances. Pensez au nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. C'est énorme, c'est extrêmement redondant comme organisme. Incohérent, alors c'est très incohérent, alors ça c'est presque le plus dur. L'incohérence, alors là, il faut peut-être que je la définisse, c'est quand vous avez un facteur qui active et inhibe la même chose. En gros, vous avez une contradiction interne. L'exemple, enfin, pour nous, hein, les humains, ce serait un automobiliste qui aurait le pied sur le frein et sur l'accélérateur en même temps. Ouais, c'est incohérent. Hein. Les êtres vivants, c'est ce qu'ils font tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, maintenant, c'est très, très bien démontré parce qu'on a accès au réseau moléculaire, au réseau de gènes, etc. Donc, on peut vraiment le démontrer de façon très exhaustive. Et ça, on peut démontrer que ça stabilise les systèmes. Et la dernière chose, c'est l'inachèvement. Parce qu'en fait, tant que c'est vivant, un être est vivant, il est vivant tant qu'il n'est pas achevé. Parce que s'il est achevé, il est mort. Donc, l'inachèvement, un être vivant, ça se régénère en permanence, quoi. Et donc, vous voyez, en fait, ce ne sont que des contre-performances. Et avec ça, les êtres vivants mettent du jeu dans les rouages. En fait, ils fluctuent à l'intérieur. Et les fluctuations à l'intérieur, c'est le meilleur bouclier contre les fluctuations extérieures. Il y a une théorie de HB là-dessus. Donc, c'est très, très bien démontré dans tous les champs. Hein. Ce n'est pas qu'en biologie, hein, d'ailleurs. Mais voilà, ça, c'est ça, les êtres vivants. C'est le programme, c'est le cœur, c'est ce qu'il y a au cœur des êtres vivants. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est parce que vous êtes aussi tous et toutes des êtres biologiques. Donc je suis en train de vous dire que vous êtes des êtres biologiques robustes et pas très performants. Alors j'aimerais que vous ayez un peu
une vision, en tout cas que vous puissiez le sentir, ça, votre contre-performance. Alors allons-y avec ce petit gif là. Alors, hop, donc en fait, c'est une illusion d'optique, d'accord, la 3D qui en fait c'est juste un dessin, voilà, et je le refais tourner, ah, et on se refait avoir. Ouais, on se refait avoir. On nous a expliqué comment ça marchait, on a vu comment ça marchait, et on se refait avoir à chaque fois. Voilà, il a ça en 3D, moi je crois que c'est toujours un Rubik's Cube. Hein. Voilà, donc on n'est pas très performant, on est censé être le sommet d'évolution, et on se fait avoir avec des petites illusions d'optique super simples. Alors c'est pas forcément mon meilleur argument pour dire que les êtres vivants ne sont pas très performants, et puis je vais arrêter de vous hypnotiser avec mon Rubik's Cube. Je vais vous donner 2 exemples pour vraiment vous le démontrer, ça, que les êtres vivants ne sont pas performants et c'est ça qui leur permet d'être robustes. Alors un exemple tout simple, c'est la température corporelle. La température corporelle, c'est 37 degrés. 37 degrés, mais si j'extrais les enzymes et les protéines de votre corps, on va tomber à un optimum de 40 degrés. Donc ça veut dire qu'à 37 degrés, on n'est pas du tout à l'optimum de température. Et 3 degrés de différence, c'est énorme. Hein. Ça veut dire qu'il y a certaines enzymes qui sont 1 million de fois plus actives à 40 degrés qu'à 37 degrés. Donc à 37 degrés, vous avez 10 sur 20. Mention passable, vous avez un corps qui fonctionne de façon satisfaisante, mais qui ne fonctionne pas très bien. Par contre, à 40 degrés, alors là, vous êtes au top de la performance. Enfin, votre métabolisme est au top de la performance et votre système immunitaire est au top de la performance. Et donc là, vous voyez le truc, c'est qu'à 37 degrés, on n'est pas au maximum, on n'est pas à l'optimum, on est sous l'optimum pour pouvoir gérer une fluctuation d'un pathogène. Et du coup, quand il y a un pathogène, on peut monter en performance, 40 degrés, mais là, c'est transitoire. 40 degrés, c'est 3 jours. Hein. Après, c'est mortel. Hein. On fait un burn-out moléculaire au bout de 3 jours. Hein. Donc, en fait, évidemment qu'on revient en arrière et qu'on vient à la vitesse de croisière. Et donc là, vous voyez, c'est un message tout simple. Hein. C'est de la philosophie vraiment toute simple. Hein. On est sous-optimaux, on est sous l'optimum en permanence pour pouvoir gérer des fluctuations. Alors, un deuxième petit exemple, c'est la photosynthèse. La photosynthèse, c'est le processus métabolique le plus important sur Terre. C'est ce qui nourrit la quasi-totalité des écosystèmes. Vous savez, c'est ce qui permet de transformer un gaz, le CO2, en fibre de carbone. Une plante, c'est du CO2 polymérisé. Ça existe depuis 3,8 milliards d'années. Les premières traces isotopiques de la photosynthèse, c'est 3,8 milliards d'années. Donc c'est très ancien. Et le rendement énergétique de la photosynthèse, moins de 1%. Quand on le mesure au champ, c'est 0,3 à 0,8%. Donc ça veut dire que les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. Donc là, c'est assez nul. Hein. Enfin, c'est pas nul, mais c'est presque nul. Et alors, on peut évidemment se demander pourquoi c'est ça. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration, en plus, je n'ai pas trop de temps, mais je peux vous le dire en un mot. Ça permet aux plantes de gérer les fluctuations lumineuses et les fluctuations biologiques. En fait, ce qui a été sélectionné au cours d'évolution, c'est les capacités des plantes à gérer des fluctuations entre le matin, le soir, un pic de lumière, un nuage qui passe, les saisons qui changent, pour pas qu'elles brûlent, tout simplement. C'est que si elles étaient à trop haut rendement, le moindre rayon de soleil, elles prendraient feu. Quoi. Donc on a un rendement qui est beaucoup, beaucoup plus faible. Et vous voyez, par rapport à des panneaux solaires, nous, on est à 15%. Donc vous voyez, il y a vraiment une énorme différence. Alors ça, voilà, c'est... je vais avancer, mais c'est juste, il y a des centaines, des milliers d'exemples comme ça, où on voit que c'est ça qui a été sélectionné au cours d'évolution, c'est la robustesse construite contre la performance. Alors si je résume tout ce que je vous ai dit aujourd'hui avec une courbe toute simple, un peu simpliste. Là, je vous présente le progrès de l'humanité, modestement, hein, mais avec une courbe. Le progrès de l'humanité, grosso modo, ça a été des incréments de performance. On a augmenté l'efficacité, on a augmenté l'efficience. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on a tellement augmenté la performance que maintenant, c'est la viabilité de l'humanité sur la Terre qui est menacée. La performance devient contre-productive. Donc c'est très clair que le progrès ne va pas continuer sur cette flèche-là. On ne va pas continuer sur cette performance. Donc du coup, c'est quoi le progrès au XXIe siècle ? C'est tout simple, hein. Il faut changer d'axe. Le progrès au XXIe siècle, dans un monde fluctuant, ce sera des incréments de robustesse. Et on n'aura pas le choix. Comme je vous l'ai dit, et comme les scientifiques le disent, on rentre dans un monde fluctuant, turbulent. La crise permanente, si vous voulez. Dans un monde fluctuant, turbulent, il ne faut pas faire de performance. La performance, c'est s'enferrer dans une voie étroite et c'est le mur assuré. Dans un monde fluctuant, il faut faire de la robustesse.
c'est-à-dire diversifier, explorer des voies diverses et variées, inutiles au temps zéro, mais qui peuvent être utiles plus tard. Et alors, je les mets sur deux axes, hein, et ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être très performant et très robuste. C'est physiquement impossible. C'est physiquement impossible. Si vous augmentez votre robustesse, vous allez baisser en performance. Si vous augmentez votre performance, vous allez vous fragiliser. Alors, est-ce qu'on a déjà basculé? C'est peut-être pas complètement évident hein, qu'on ait déjà basculé dans le monde de la robustesse. Hein. Pourtant, c'est un basculement inévitable, hein, j'insiste, hein, on n'aura pas le choix. Hein. On va basculer vers cette robustesse. Mais alors du coup, voilà, quand on pense aux actionnaires, aux investisseurs, même aux clients, hein, on est quand même beaucoup dans la performance encore. Hein. Ben, pourtant, on peut aussi regarder d'autres initiatives et voir en fait qu'on a quand même basculé vers la robustesse. Alors un exemple, l'agriculture. L'agriculture intensive, ben, c'était de l'agriculture hyper performante, avec des tas d'externalités négatives. On a basculé vers l'agroécologie. On est en train de basculer vers l'agroécologie. Permaculture, agroforesterie. Donc ça, c'est une agriculture qui est moins performante, mais par contre, les parcelles deviennent autonomes. Elles deviennent plus résistantes à la sécheresse et plus résistantes aux pathogènes, uniquement parce qu'on a mélangé les variétés, parce qu'on a augmenté la diversité génétique au champ. Et donc ça, c'est une inversion. La bascule de la performance à la robustesse, c'est une inversion. Hein. Ce n'est pas une bifurcation, ce n'est pas une transition, c'est une inversion. Dans le monde de la performance, c'était ça, pour l'agriculture. On exploitait les écosystèmes pour augmenter la production. Dans le monde de la robustesse, c'est l'inverse. On se demande comment la production peut nourrir les écosystèmes. Ça veut dire qu'un paysan en agroécologie, il ne fait pas que du rendement en grains. Il maintient l'hygrométrie de ses sols, il maintient des insectes auxiliaires, il coopère avec ses voisins, etc. Deuxième exemple, les objets très performants, voilà, la batterie lithium par exemple. Le lithium, vous savez bien, voilà, on est en train de régler le problème du CO2, mais on est en train de créer des pollutions et donc de tuer la biodiversité à d'autres endroits du monde. Donc ce n'est pas une très bonne idée. Quand on dit qu'il faut décarboner l'économie, en fait non, il faut décombustionner l'économie. Il faut arrêter de brûler du carbone, qu'il soit fossile ou pas fossile. Il faut juste décombustionner l'économie. Par contre, il faut la recarboner, l'économie. Il ne faut surtout pas la décarboner. C'est qu'il ne faut pas remplacer le pétrole fossile par des métaux rares, parce que c'est toujours extractiviste et on va faire d'autres pollutions ailleurs. Quoi. Non, il faut recarboner l'économie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire remplacer le pétrole et les métaux rares par des molécules carbonées fabriquées par les plantes, par les champignons, par les bactéries. Et donc là, vous avez un exemple, Ligna, c'est une boîte en Suède qui fait, en fait, on peut extraire la lignine, donc c'est une des molécules du bois. On fait des films un peu à la Kodak, là, et ces films, ils sont capables de stocker l'électricité. Et là, vous avez des batteries, alors qui sont nettement moins performantes, hein, elles sont beaucoup plus grosses, et puis elles sont biodégradables, donc du coup, ça a duré moins longtemps, qui peuvent stocker l'électricité dans le bâti, par exemple. Sauf que quand votre batterie, elle marche plus, vous la mettez au fond de votre jardin, et c'est les champignons qui vont la manger. C'est quand même une batterie, c'est la batterie du 21e siècle, ça. Alors, c'est une inversion supplémentaire sur les objets, et c'est une inversion fondamentale, c'est l'inversion entre temps et matière. Dans le monde de la performance, on utilisait la matière pour gagner du temps. Donc on brûlait du kérosène pour prendre l'avion. On brûlait des métaux pour télécharger des films. Dans le monde de la robustesse, c'est l'inverse. On utilise le temps pour préserver la matière. Ça veut dire que c'est le monde de la bioéconomie. On va faire pousser tous nos matériaux. C'est ça, tous les biomatériaux, ce sera fait par des plantes. 82% de la biomasse sur Terre, ce sont des plantes. Donc c'est ça notre seule ressource renouvelable massive. Un autre exemple du monde de la robustesse qui vient, c'est le tout réparable. Pendant très longtemps, on était dans le monde de la performance, on faisait du tout jetable, du tout cassable. Du coup, le monde du tout réparable qui monte, hein, les ateliers de réparation, le Fairphone par exemple, mais voilà, les matériaux moins performants de la construction, hein, bois, terre, paille, tout ça, c'est des matériaux qui sont réparables. Le tout réparable, c'est la bascule vers la robustesse également. C'est-à-dire que c'est appréhendable par les citoyens. Ça. Donc ça, c'est vraiment robuste. Et c'est aussi une bascule de l'économie propriétaire vers l'économie de l'usage. L'exemple typique, c'est Michelin qui vend des kilomètres de pneus maintenant. On est en train progressivement de basculer vers ce monde-là qui est quand même plus robuste. Alors c'est aussi une inversion, et là c'est l'inversion des ingénieurs. Les ingénieurs dans le monde de la performance, ils faisaient de la performance via des délégations techniques de plus en plus distantes. Dans le monde de la robustesse, c'est les mêmes savoirs scientifiques, mais c'est le sens des technologies qui a changé. Les ingénieurs, ce qu'on leur demande, c'est de faire des solutions techno-diversifiées, robustes, qui visent l'autonomie technique des citoyens. Et là, je voudrais quand même insister sur un point, le monde de la robustesse n'est pas technophobe. C'est le monde de la performance qui est technophobe. Dans le monde de la performance, les technologies les plus performantes écrasent les autres. Donc c'est le monde de la performance qui est technophobe. Le monde de la robustesse est technophile.
Le low-tech, c'est du high-tech qui n'est pas paresseux. C'est comme ça qu'on peut le voir. Dernier exemple, les organisations, et après j'arrête vraiment. Les organisations, eh ben, on le voit aussi. L'habitat participatif, voilà, c'est un habitat, ça met 5 ans à se construire. Hein. Les citoyens se mettent ensemble, conçoivent, gèrent et construisent leur logement. Ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est beaucoup plus robuste. Parce que là, vous connaissez vos voisins, ça déborde sur le quartier, il y a des potagers partagés, etc. Enfin, c'est beaucoup plus riche, quoi. L'école mutuelle, hein, donc vous pensez à l'école Freinet, Montessori, Strömberg en Finlande, c'est des écoles hein, où ce sont les étudiants, les élèves, en fait, qui interagissent beaucoup entre eux, qui apprennent eux-mêmes les savoirs. Enfin, encore une fois, c'est basé sur la diversité, la densité des interactions pour faire de la robustesse des savoirs là, pour l'école. Et donc, en fait, c'est les 3 principes, circularité collective, adaptabilité, qui vont construire notre robustesse. Et ces 3 principes-là, ils sont issus du vivant. Je vais juste mettre une petite dernière diapo, voilà, pour bien dire les choses. La bascule fondamentale du XXIe siècle, c'est celle-là. Et on n'aura pas le choix, on rentre dans un monde fluctuant, donc on va basculer de la performance à la robustesse. Et c'est assez réjouissant, parce que pour moi, c'est aussi une réponse à l'éco-anxiété. Dans l'éco-anxiété, on voit un monde qui devient turbulent et on se dit il faut encore augmenter les performances. Voilà, ça fatigue tout le monde. Hein. L'éco-anxiété, enfin la robustesse, c'est une réponse à cette éco-anxiété parce qu'en fait, ça ouvre un monde qui est beaucoup plus riche, qui est beaucoup plus intéressant. Il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. On est en train d'entrer dans le monde de la richesse des interactions. Ben ça, voilà, les jeunes que je vois souvent, c'est ce que je leur dis. Si vous voulez, la robustesse, c'est créer un infini dans un monde fini. On a atteint les limites planétaires. Notre infini actuel, ce n'est plus l'infini matériel, c'est l'infini des interactions. Et celui-là, c'est un vrai infini. C'est un vrai infini. Alors, je pourrais dire aussi que nos communications, juste en un mot, nos façons de communiquer... Il en rajoute. Je rajoute. Nos façons de communiquer, d'interagir les uns avec les autres, c'est des modes robustes. Ce ne sont pas des modes performants. On a beaucoup de jeux dans les rouages quand on écrit. Dans le dictionnaire, il y a plein de redondances. Vous voyez, en fait, on a sélectionné des langages qui sont robustes. Donc, quand on bascule de la performance à la robustesse, on quitte le monde du robot. Et en fait, on se reconnecte à qui on est, à l'être vivant qui est en nous. Quoi. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Si vous voulez creuser, il y a des bouquins. Peut-être le dernier, Antidote au culte de la performance, 60 pages, donc c'est plus court. Voilà. Merci beaucoup, Olivier Amand.